Une ouverture pour l'art, l'association qui met en lumière les coulisses des arts visuels. Nous réalisons des entretiens d'artistes et de structures du monde de l'art, diffusés sous forme de podcast. Bonne écoute, n'oubliez pas de liker et de partager. Interview d'Adeline Lépine par Blandine Girard. Bonjour madame, donc vous êtes directrice du CRAC de Montbéliard. Euh, Pouvez-vous nous parler du CRAC et nous dire quel est le rôle d'une telle structure et son rayonnement? Oui, bonjour, merci pour cette interview. Donc le 19 CRAC est un centre régional d'art contemporain. Et l'objectif d'un centre d'art en France, c'est de soutenir, pour le dire de manière simple, la création contemporaine dans le champ des arts visuels. On est également une structure labellisée d'intérêt national et dans ce cadre-là, on se doit de répondre à un certain nombre de critères dans notre activité. Donc à la fois, comme je vous le disais, soutenir la création contemporaine par le biais d'expositions, donc rendre visible le travail des artistes. Ça veut dire que ce sont des artistes qui vont avoir à la fois soit une carrière déjà bien instituée, et on vient s'inscrire en fait dans ce parcours professionnel en rendant visible à une échelle territoriale une pratique qui est déjà reconnue, installée, instituée, ou alors on peut avoir aussi le rôle de professionnalisation justement de plus jeunes artistes, donc également une forme de rôle de défrichage en fait de la scène artistique la plus jeune, celle qui est en train de se faire, et d'accompagner du coup ces jeunes artistes dans cette future carrière. Également font partie des critères de cette labellisation l'importance de la production, c'est-à-dire qu'on se doit aussi de donner les moyens aux artistes de créer de nouvelles œuvres. Ou de faire évoluer d'ailleurs des œuvres qui existaient déjà et du coup de les accompagner soit dans une amplification, soit dans une transformation des œuvres et des concepts qu'ils avaient déjà créés. On se doit également de former les professionnels, c'est-à-dire qu'au-delà des artistes, il y a tous les métiers en lien avec l'exposition et les arts visuels qui sont concernés. Et puis, évidemment, on a une mission de diffusion, de visibilité et d'accompagnement du public. Donc, il y a une part pédagogique, de médiation qui est très importante aussi dans ces lieux. Voilà, je crois que j'ai, en tout cas, dans un premier temps, fait le tour. Juste pour vous dire que les centres d'art en France, ils ont une assez longue histoire. Les premiers ont été créés dans les années 70. Du coup, cette labellisation dont je vous parlais, qui a été créée en 2018, c'est aussi une reconnaissance d'État de l'importance de cette structure et de leurs activités à une échelle nationale. Normalement, un centre d'art n'a pas vocation à avoir une collection, par exemple. C'est ce qui nous distingue d'un musée ou d'un fonds régional d'art contemporain. Et par contre, ils ont contribué à la décentralisation également de l'activité artistique pour qu'il puisse y avoir du coup des propositions en lien avec la création contemporaine à une échelle nationale dans tout type de territoire. D'accord, merci. Euh, vous avez souligné le rôle pédagogique du CRAC notamment, également les critères de choix des artistes, donc c'est intéressant. Vous avez également parlé de la genèse. Pouvez-vous nous parler plus précisément de vos partenaires culturels et territoriaux, régionaux, peut-être plus larges, nationaux? Alors, Oui, il y a plusieurs échelles de partenariat dans le cadre du fonctionnement du centre d'art. On va avoir évidemment d'abord une logique de partenariat de soutien économique. Donc, le centre d'art est principalement soutenu par la DRAC, Bourgogne-Franche-Comté, qui nous soutient économiquement, mais qui nous soutient également dans une mise en réseau, dans une logique de conversation et d'échange sur la programmation artistique et culturelle. Notre deuxième soutien, c'est la ville de Montbéliard,
puisque nous sommes donc implantés à Montbéliard. Et ce soutien, il passe à la fois par une dimension économique également, mais aussi par nos locaux, puisque le centre d'art est basé dans un ancien atelier Peugeot, qui est aujourd'hui un bâtiment patrimonial qui est géré par la ville. Et puis, on a aussi des logiques partenariales d'un point de vue technique, puisque la ville nous permet d'avoir accès à un local de stockage, par exemple, ou à des lieux pour pouvoir accueillir les artistes, là où ils peuvent résider. Donc ça, ce sont des notions en termes de partenariat sur le fonctionnement d'un centre d'art. C'est important et c'est précieux aussi d'avoir ces entrées-là. Évidemment, nous sommes soutenus également par la région Bourgogne-Franche-Comté, et puis le pays d'agglomération de Montbéliard. Donc ça, ce sont les entrées à la fois économiques, mais aussi d'ancrage, on va dire, territorial, puisque tous ces acteurs nous permettent aussi d'être au contact avec justement les autres partenaires plus larges. Donc on travaille au niveau territorial avec tout un tas d'acteurs. Ça va d'acteurs du champ social, en passant par les acteurs de l'éducation nationale, mais également les autres structures artistiques et culturelles du territoire. Donc on peut travailler avec théâtre, le conservatoire. Ici, on a un pavillon des sciences à Montbéliard, avec lequel on peut aussi interagir. Et puis, c'est une région au sens large, si on déborde un peu et qu'on va jusqu'au Grand Est, qui est assez bien dotée aussi en centre d'art. Donc on a aussi des interlocuteurs qui sont un peu vraiment nos pairs dans leurs activités. Et on a notamment un mode de fonctionnement très collégial sur du prêt de matériaux ou d'outils, de dispositifs. Voilà, par exemple, on se prête des dispositifs vidéo. Et puis, on a un bon dialogue aussi entre nos équipes. Ce qui permet une bonne complémentarité aussi par rapport à la dimension pédagogique dont on parlait. Et enfin, on s'inscrit également dans le réseau. En tant que centre d'art, il existe un réseau national des CA dans lequel on s'inscrit aussi et qui nous permet d'être en dialogue avec les autres centres d'art à une échelle nationale. Pour ce qui est des partenariats en termes de production, donc c'est variable en fonction des projets et en fonction des artistes. Là, par exemple, pour être plus concrète, l'exposition qui s'est terminée au 15 janvier, qui s'intitulait Trois petits tours et puis s'en vont, est actuellement en itinérance à la Villa du Parc à Annemasse. Donc ça peut être voilà, des échanges aussi partenariaux sur des questions de programmation et du coup de permettre à d'autres publics, d'autres territoires de voir une exposition qui a été produite ici. Et nous-mêmes, on accueille pour la prochaine exposition une exposition qui a été présentée en banlieue lyonnaise au Centre d'art plastique de Saint-Fond, qui est donc repensée, augmentée ici au 19, puisqu'on a d'autres typologies d'espace, mais qui du coup fait qu'on a aussi ce maillage partenarial en termes de contenu. Voilà. Et puis en fonction des expos, on peut avoir des partenaires d'autres pays, d'autres zones géographiques, parce que voilà, on peut accueillir des artistes internationaux. Là, on essaye par exemple de nouer des partenariats actuellement aux Pays-Bas, puisque les artistes qu'on exposera cet été sont basés à Utrecht. Voilà. Très bien. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous passionne dans l'art contemporain ? Alors, ce que je peux vous dire sur cette question de mon rapport à l'art contemporain, c'est que au départ, moi, j'ai une formation très classique. J'ai fait des études d'histoire de l'art. Je me suis spécialisée en sculpture gothique. Donc voilà, pas grand-chose à voir a priori avec la création contemporaine. Et puis, j'ai étudié également la conservation du livre. Donc, quelqu'un qui vient vraiment du patrimoine. Et en fait, l'art contemporain est rentré dans ma vie presque par hasard, puisque le premier poste que j'ai trouvé était effectivement dans une structure d'art contemporain. Donc j'ai vraiment découvert en fait cette pratique. J'avais eu quelques cours
quand j'étais étudiante, mais c'est une pratique qui s'est offerte à moi par l'expérience, en fait, hein. C'est vraiment une découverte de terrain. Et je pense que ce qui m'a convaincue de continuer, en tout cas dans ce secteur, c'est la notion de contemporain, justement. C'est-à-dire le fait que on est face à une création qui est qui est en train de se faire et qui, du coup, a des liens évidents et intrinsèques avec un quotidien. La question de la pédagogie de la médiation qu'on a évoquée déjà à plusieurs reprises est très importante pour moi. C'est le domaine par lequel je suis rentrée justement dans cette création contemporaine. Et je vois bien que l'expérience en fait de ces œuvres contemporaines permet justement une forme de connivence, de rencontre qui est presque plus évidente, puisqu'on est face soit à un propos qui parle de la vie de tous les jours, soit à des typologies aussi de médiums. On a par exemple beaucoup d'artistes aujourd'hui qui travaillent en lien avec Internet, les technologies numériques ou qui vont, c'est le cas par exemple là de Suzanne Husky qu'on présente dans l'exposition, qui a utilisé son téléphone portable pour réaliser ses vidéos. Donc c'est même des gestes parfois qui correspondent à nos propres pratiques. Mhm. Cette notion-là pour moi est effectivement très stimulante et ce que j'apprécie aussi dans dans la création contemporaine, c'est que même si elle nous parle d'aujourd'hui, elle a forcément d'une manière ou d'une autre, une forme d'ancrage. Enfin, elle s'inscrit dans la continuité justement de plusieurs histoires. Même quand on a parfois des jeunes artistes qui revendiquent le fait de ne pas s'intéresser, en tout cas de ne pas puiser leur inspiration dans l'art. Et parfois certains vont le chercher du côté des cultures populaires, mais malgré tout, ça nous rattache justement à des formes de racines et d'appropriation. Donc ce dialogue aussi transhistorique, si je peux me permettre, est aussi quelque chose qui me semble intéressant, de voir Mhm. comment on regarde le passé ou l'avenir d'ailleurs, mais voilà, comment finalement avec l'art contemporain, on va traverser différentes typologies de temporalité. Mhm. D'accord, donc en fait, votre formation vous permet d'avoir du recul aussi par rapport à justement, peut-être pas la construction elle-même de l'art contemporain, parce que comme c'est actuellement en construction, en fabrication, enfin, donc évidemment, personne ne peut avoir un recul, à moins de pouvoir se projeter dans l'avenir, mais on ne peut pas regarder avec le regard du passé, mais effectivement, ça vous donne quand même une bonne perspective temporelle, et puis j'imagine qu'on retrouve des cycles également dans la création, qu'on retrouve, enfin, peut-être aussi, voilà, il y a plein de notions qui permettent d'être éclairées par l'histoire de l'art. Donc Mhm. c'est intéressant, ça donne un bon recul, je pense, et puis quand même, ça permet de mettre en distance aussi la création. Donc c'est bien. Euh, donc bon, je ne sais pas si la question suivante va vous parler. Je me demandais si la crise du Covid qu'on vient de traverser, dont on sort à peine finalement, a eu pour vous un impact fort sur le monde artistique, la création contemporaine. Est-ce que vous avez pu observer des, disons, des conséquences marquantes en fait, qui pourront d'ailleurs peut-être s'inscrire plus tard dans l'histoire en fait. Oui, alors peut-être que c'est encore un peu tôt pour pouvoir tirer un bilan précis, mais en tout cas, ce qu'on peut observer en termes d'expérience, en fait, finalement, il y a plusieurs typologies de conséquences en fonction de l'endroit où on se place. Mais nous, ce qu'on constate par exemple ici, c'est que on a un retour du public, c'est-à-dire que finalement, la sortie de la crise urgente s'est fait plutôt en douceur. On atteint à peu près les mêmes chiffres de fréquentation qu'on avait en 2019. Mais les typologies de public ont un peu changé.
Et il y a encore des impacts forts sur aussi les possibilités d'action auprès de certains publics. Notamment le travail qui avait été mené ici précédemment par Anne Gifoncel, la directrice du centre avant mon arrivée, avait été d'essayer d'implanter davantage d'actions dans les territoires, donc au contact direct des habitants, avec une spécificité de se tourner vers des publics dits de la politique de la ville, donc des quartiers un peu plus éloignés ou avec certaines problématiques sociales spécifiques. Et là, on a du mal, par exemple, à faire revenir ces actions. Parce que les conséquences de la pandémie sont en cours, voire même elles sont plus fortes maintenant, finalement, qu'il y a quelques mois. Que les préoccupations des gens au quotidien ont évolué, ce qui fait que c'est beaucoup plus... la priorité n'est pas le retour de ce type de projet, par exemple, même si il y a une forte impulsion politique et un fort désir que on revienne, voire même ça a encore plus de sens qu'avant. Mais c'est très compliqué de mettre ces choses-là en œuvre parce qu'il y a d'autres types d'urgences à gérer. Mhm. Après, en tant que structure centre d'art, sur la question des pratiques quotidiennes, peut-être que l'évolution la plus notable, c'est une forme de prise de conscience de l'urgence de la transition écologique. J'ai le sentiment que ce sujet, qui existe depuis très longtemps, est beaucoup plus pris en considération aujourd'hui par les structures. En tout cas, il y a une volonté de faire évoluer les manières de faire, qui peuvent passer par différents types de registres, du plus basique, qui est une meilleure gestion des déchets, par exemple, à quelle typologie de matériaux on utilise, comment on se fournit, meilleure conscience des filières et des circulations. Et puis, la question aussi très pragmatique des transports, à la fois des artistes, des œuvres et des publics, puisque aujourd'hui, c'est ce qui représente la plus importante part de l'empreinte carbone des structures d'art contemporain. C'est la question du transport au sens large. Mhm. Et c'est vrai que du coup, c'est une des conséquences, on va dire, à mon sens, positives de cette pandémie, c'est cette pas prise de conscience, parce qu'encore une fois, je pense que tout le monde l'avait en tête, mais en tout cas, enfin, une espèce de prise de décision collective qu'il faut évoluer sur ces questions-là, ou en tout cas changer nos manières de faire. Après, je crois observer aussi, moi ma prise de poste ici elle est récente, donc c'est un peu plus compliqué d'avoir du recul, mais je crois observer aussi qu'il y avait peut-être, au moment de la pandémie, et notamment de la fermeture des structures d'art contemporain, bon, et des structures culturelles au sens large, qui n'étaient pas considérées comme essentielles, y avait eu des velléités peut-être de très grands bouleversements, ou voilà, de partir sur des projets avec certaines formes d'ambition un peu politiques, de vraiment restructurer complètement en profondeur le système des structures culturelles, leur manière de s'adresser au public, leur manière de travailler. Et j'ai quand même l'impression, ce qui est peut-être un repli logique après des confinements, etc. Mais que voilà, il y a peut-être certains endroits où ces grandes ambitions, elles ont pas trouvé d'aboutissement. Alors Mhm. peut-être que c'est juste pas encore, voilà. Et que tout ça reste encore très souterrain, mais que c'est en train de bouger, si vous voulez, de manière invisible, et que en fait on verra les transformations plus tard. Mais il y a un certain nombre d'endroits où la manière de fonctionner des structures d'art contemporain reste la manière de fonctionner des structures d'art contemporain d'avant la pandémie. Mhm. Donc, en tout cas, je pense que voilà, on pourra mesurer que dans les années à venir, ces progressions. Euh, et puis, on a d'autres problématiques qui apparaissent aujourd'hui, notamment l'augmentation du coût des fluides, qui fait que pas mal de structures se questionnent aussi sur leur saisonnalité, leur capacité économique de continuer à avoir 3, 4 ou plus expositions par an. Mhm. Euh,
et voilà, donc après, il y a un désir aussi, je pense, La pandémie a révélé, en tout cas, ça c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti lors des dernières réunions qu'on a eues entre centres d'art dans le cadre de DCA, c'est que en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas structuré, pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau administratif, pour gérer en fait une telle situation. Et donc, il y a aussi un fort désir post-pandémique de mieux se fédérer, de mieux s'outiller, de se professionnaliser en fait sur certains sujets, en se disant que ça peut se reproduire et que du coup, voilà, que les structures soient peut-être moins fragilisées, qu'on soit mieux formé, même à un niveau pragmatique quotidien, par exemple pour accompagner les équipes. Voilà, donc ça suscite clairement un certain nombre d'évolutions potentielles pour l'avenir. D'accord. Euh, Là, j'aimerais aussi que vous nous parliez, si vous voulez bien, vous avez une exposition qui commence la semaine prochaine. Vous pouvez nous en parler rapidement? Oui, bien sûr, on a deux expositions qui débutent la semaine prochaine. Le vernissage sera le vendredi 17 et on ouvre au public le 18. Ces expositions, elles concernent deux artistes. Une artiste franco-américaine qui s'appelle Suzanne Husky, qui va occuper tout le rez-de-chaussée du centre d'art. L'exposition s'appelle La parabole du bièvre, le bièvre étant un terme ancien pour dire castor. Et l'autre exposition s'appelle Pas de cerise sans noyau, et elle est proposée par l'artiste sud-coréenne Jo Win Lee, qui est installée en région Franche-Comté depuis quelques années. Ce sont deux pratiques qui sont très différentes, on va dire dans leur approche, mais qui finalement ont énormément de points communs. Et là, on le savait déjà, mais on le réalise encore plus sur le montage. En tout cas, ce sont deux artistes qui s'intéressent à la question du vivant. Donc Suzanne Husky, comme vous l'aurez compris, au castor. Et Jo Win Lee, Pas de cerise sans noyau, fait référence à une résidence qu'elle a menée pendant 2 ans à l'écomusée de Fougerolles, autour de la production du kirsch. Donc plutôt la question du vivant au sens du végétal, mais aussi de tout l'écosystème humain de cette production, donc les producteurs, les agricultrices et agriculteurs, les bouilleurs de cru. Et ce qui m'intéressait dans le fait de réunir ces deux pratiques, comme je vous le disais, je viens de la médiation, donc pour moi c'est important que les propositions artistiques d'un centre d'art à la fois remplissent cette mission de visibilité des artistes et d'accompagnement pour le public d'une présence, à la fois leur rendre visible une pratique locale, ce qui est le cas avec Ju, mais en même temps de leur permettre de voir des œuvres d'artistes qui sont issus d'une carrière plus nationale ou internationale, ce qui est le cas de Suzanne. Mais en même temps, c'est important que ces expos, elles soient pas déracinées. C'est-à-dire que pour moi, je trouve ça intéressant pour les artistes et pour le public que ce qu'on propose dans un centre d'art ait aussi un lien direct avec le lieu d'implantation et que ça raconte aussi quelque chose du territoire. Parfois de près, parfois de loin, mais qu'on puisse en fait mettre en perspective ces pratiques, qu'on puisse les ancrer et qu'on puisse les rattacher à quelque chose qu'on connaît. C'est pas forcément jouer sur la connivence de on reconnaît, ça peut être aussi on voit une œuvre et d'un coup ça nous met dans cette position de re-questionner ou de regarder différemment quelque chose dont on a déjà connaissance. Et en l'occurrence, ce qui est intéressant là avec la proposition de Suzanne, c'est que sa recherche, elle part des États-Unis, donc elle a commencé à étudier la question du castor en Californie. Et
finalement, elle est en train de la ramener en France. Et c'est une recherche qui est très interconnectée avec des problématiques justement de transition écologique, puisque l'intérêt pour le castor est venu au départ des grands feux de forêt que connaît la Californie depuis longtemps, et de la nécessité avérée de la part de scientifiques de réintroduire le castor dans certaines zones pour réhumidifier en fait ces zones qui ont été calcinées. Et Suzanne, pour la partie française de ses origines, est originaire de Gironde. Et donc l'été dernier, il y a eu des grands feux aussi en Gironde, qui donnaient sens aussi pour elle de venir transposer cette recherche en France. Et il s'avère que sur le Doubs, et nous, ici, notre rivière à Montbéliard, c'est l'Allan, donc qui est un affluent du Doubs. Il y a aussi des castors qui sont en train de revenir depuis 2 ans. Donc, il y a une colonie qui est installée. Et donc, même si voilà, le propos de Suzanne, si vous voulez, c'est un dialogue plus global sur le rapport qu'on peut entretenir avec une espèce qu'à un moment donné, on a décimée. Et d'une certaine manière, aujourd'hui, on a besoin de faire revenir cette espèce peut-être pour nous sauver. Permet aussi de mettre en lumière des spécificités locales, puisque du coup, on a travaillé avec Pays d'agglomération de Montbéliard qui a comme mission notamment de préserver la faune et la flore. Donc aujourd'hui, la colonie de castors implantée sur l'Allan, c'est auto-basé. Elle a fait le choix de s'installer dans une réserve naturelle de Montbéliard. On a travaillé également avec le musée, les musées de Montbéliard qui ont une grande collection liée aux sciences naturelles, puisqu'on est dans la ville de Cuvier. Voilà, donc on a une partie de ces collections qui sont présentées aussi dans l'exposition. Donc elles sont rendues accessibles au public montbéliardais, c'est des choses qui étaient plutôt en réserve. Et d'une autre manière, le travail de Jou, on est un peu sur le même principe, c'est-à-dire que Fougerolles est très proche de nous d'un point de vue géographique. Donc c'est mettre un coup d'éclairage aussi sur un savoir-faire local qui a obtenu une labellisation AOC récemment, mais aussi de sensibiliser finalement ces savoir-faire locaux, ces traditions qui sont très souvent valorisées, on va dire, d'un point de vue touristique, patrimonial, etc., d'alerter sur la fragilité en fait de ces productions, puisque le réchauffement climatique a aussi des conséquences importantes aujourd'hui sur la production de cerises. Les vergers sont souvent victimes des coups de gel. Et donc cette production, elle est en train de diminuer aussi et de se raréfier. Et donc ça pose aussi la question à l'avenir de la possible continuité de ces traditions. Donc voilà un petit peu pour vous présenter le paysage de ces 2 expos. D'accord. Oui, c'est intéressant. Merci. Donc, vous nous avez parlé un petit peu de votre parcours. Donc, la médiation, l'histoire de l'art. Est-ce que vous souhaitez ajouter un élément à ce sujet ou non, pas Je pense que spécialement? par rapport au propos général, ça permet d'ancrer un peu les choses. Oui. Et est-ce que vous avez des souhaits pour le monde des arts et de la culture en ce début d'année? Qu'on puisse continuer à faire notre travail. Euh, voilà, non, des souhaits particuliers. Non, je pense que les dynamiques que je mentionnais tout à l'heure, elles sont importantes. Moi, j'ai toujours eu un mode de fonctionnement très collégial. C'est vrai que j'aime le fait qu'on soit en partenariat, en collaboration, qu'on soit aussi le plus ouvert possible et le plus à l'écoute possible, à la fois des besoins des artistes et des besoins du public. Et je crois assez à des logiques en fait presque alchimistes, sans mauvais jeu de mots sur la production de Kirsch, mais des logiques presque alchimistes entre le hasard aussi des rencontres. Et en fait, ces choses-là, elles sont possibles que si on a les espaces de rencontre, c'est-à-dire de pouvoir justement dialoguer entre nous, se rencontrer, découvrir
Et parfois, le monde de l'art est pris dans une telle boucle de frénésie, de production, de visibilité, et qui tend presque d'ailleurs à des logiques de consommation. C'est-à-dire que, voilà, il faut toujours qu'on produise plus pour montrer plus, etc. En fait, on perd un peu ça en bout de chaîne, c'est-à-dire juste cette capacité de pouvoir échanger, dialoguer, se rencontrer et justement laisser la place à la surprise de ce à quoi on n'avait pas pensé et qui pourrait apparaître de manière spontanée. Donc, si j'ai un souhait, c'est peut-être, qui était d'ailleurs le souhait pieux du moment de la pandémie, c'est justement qu'on garde des rythmes qui nous permettent d'avoir ce temps-là. Voilà. D'accord. C'est très intéressant, merci. Donc, on a l'habitude de clore nos interviews par une question. Quel est le verbe ou l'adjectif qui pourrait vous caractériser le mieux? Wow. Euh, je sais pas. Je dirais curieuse. Mhm. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Et donc, je pense que nous aurons le plaisir de nous rencontrer lors du vernissage, très prochainement. Donc, Avec plaisir. merci de nous avoir accordé cette interview. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.